Bienvenue à tous pour cette émission consacrée à la formation professionnelle, à l'executive education, avec une grande école de commerce, la Montpellier Business School. Vous connaissez tous cette école spécialisée et très ouverte sur l'apprentissage, mais c'est une école aussi qui dépense beaucoup d'énergie pour l'executive education. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement a mis une réforme d'ampleur sur la table avec une réforme consacrée à la formation professionnelle, une réforme intitulée « Choisir son avenir professionnel » pour que tous les salariés, les demandeurs d'emploi et tous les actifs puissent se former et développer leur employabilité et les compétences associées. Alors, comment une grande école de commerce comme la Montpellier Business School accompagne ce mouvement majeur dans la société française et l'économie française? J'ai la chance, l'honneur, le privilège d'avoir à mes côtés deux personnalités qui vont évoquer ce sujet avec moi. Tout d'abord, Magdalena François-Turin, vous êtes directrice de l'Executive Education à Montpellier Business School. Absolument. C'est bien ça. Bonjour. Et Marianne Grandin-Pisano, vous êtes responsable de la formation professionnelle à la Montpellier Business School. Donc, vous savez à peu près tout sur la formation professionnelle, l'une et l'autre. À peu près. Alors, on va en parler. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions. J'ai une tablette à mes côtés pour transmettre les questions à nos professionnels qui sont ici réunis. Et je leur poserai, évidemment, je ferai le médiateur pour tout savoir. Première question pour vous, Magdalena. Quelle est la vision de Montpellier Business School en matière d'executive education? Parce qu'il y a une spécificité quand même. Tout à fait, il y a une spécificité forte. La vision de Montpellier Business School en termes d'executive education est calquée en droite ligne en fait de la vision de l'école en termes de valeurs. Valeurs d'humanisme et valeurs de responsabilité. Alors une responsabilité qui est double pour nous de proposer des programmes de formation qui soient adaptés aux enjeux que vont rencontrer les managers aujourd'hui et demain, et responsabilité aussi des apprenantes et des apprenants par rapport à leur propre formation. Une dimension essentielle quand on fait de la formation professionnelle, c'est évidemment booster sa carrière pour le salarié, mais aussi réduire un peu cette fracture dans notre société et les inégalités parfois. Tout à fait, le système français est un système qui est aujourd'hui encore largement méritocratique. Néanmoins, il y a des inégalités qui vont être créées par l'accès à l'éducation, l'accès au diplôme ou par des accidents de la vie. Et la beauté de la formation professionnelle continue est qu'on peut, à travers l'accès à des programmes d'éducation, l'accès à l'acquisition de compétences, mais aussi l'acquisition à des diplômes, augmenter l'employabilité et, comme vous le dites, être un booster de carrière et un réparateur de ces inégalités. Et les grandes écoles ont un rôle à jouer, hein, très clairement dans ce domaine. Hein. Quoi qu'on en dise, hein, les grandes écoles sont aussi là pour l'ascenseur social. Absolument. Je crois que c'est la preuve avec l'apprentissage. Je vous rappelle quelques chiffres, hein, plusieurs centaines d'apprentis chaque année au sein de l'école. Et effectivement, plusieurs centaines, puisqu'on est à près de 1500 alternants. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Nous sommes la première école en France par le nombre d'alternants. Il y a aussi un historique, hein, puisque MBS a été historiquement une des premières écoles à développer l'alternance en France. Et comme vous dites, on a ce rôle à jouer parce qu'à travers nos alternants, nous avons des relations extrêmement importantes avec beaucoup d'entreprises, ce qui crée évidemment des ponts sur la question de l'executive education. Et c'est vrai qu'on vous suit de près en matière d'alternance, c'est compliqué à mettre en œuvre avec les entreprises, surtout que c'est un contrat, les jeunes sont salariés et ils apportent vraiment un savoir-faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Je crois que c'est une des spécificités de l'école, sur 3 ans même, certains apprentis. Autre question pour vous, Marianne. Comment alors, la loi dit, c'est plus la formation continue, c'est le développement des compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour de nombreuses entreprises, cette réforme rentre vraiment dans la ligne droite de ce qu'elle mettait déjà en place. C'est-à-dire que de nombreuses entreprises étaient déjà dans ce plan vraiment de développement de compétences. Et on va vraiment accompagner aujourd'hui le collaborateur en entreprise dans toute sa vie professionnelle, avec un objectif bien sûr de le garder, mais aussi de l'accompagner à titre personnel, au travers bien sûr du développement de son employabilité. Donc on est vraiment dans une montée en compétences qui va permettre à l'individu comme à l'entreprise de tirer profit vraiment de toute cette réforme. Et l'entreprise, elle a donc ça évolue aussi dans l'entreprise, j'ai envie de dire, l'engagement, la responsabilité, ce sont des mots qui ont un sens aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que ce plan de compétences, comme on l'appelle aujourd'hui, responsabilise encore plus l'entreprise aujourd'hui vis-à-vis de ses collaborateurs. Alors, elle était déjà, puisque de toute façon, l'entreprise a une obligation d'accompagner l'employabilité, en tout cas sur le poste de travail, ses collaborateurs, mais encore plus demain, puisqu'elle devra, en co-responsabilité avec, du coup, chacun de ses collaborateurs, construire un plan de progression pour pouvoir l'accompagner, bien sûr, être performant en entreprise. Je crois que c'est ça l'enjeu dans les entreprises,
c'est bien de co-construire le salarié et la DRH. On est tout à fait dans cette démarche. Et le dialogue est important. D'ailleurs, il est prévu dans la loi un peu plus qu'avant, si je ne m'abuse. Il y a un échange qui doit se faire régulièrement entre le RH, le manager et le collaborateur dans l'entreprise. Alors, quelles sont les compétences attendues dans l'entreprise? Personne ne le sait, au fond. Hein. Et je crois que c'est l'objectif de l'école de réfléchir à ce que sera demain, même si c'est compliqué de savoir de quoi sera fait demain. Oui, tout à fait. LBS réfléchit comme beaucoup d'écoles. Il y a aussi plusieurs organismes qui réfléchissent sur ces questions-là. Donc nous avons au sein de l'école un centre d'études qui a vocation à observer les évolutions de la société et les évolutions des métiers sur les métiers techniques. Comme vous dites, hein, bon, les chiffres on les connaît tous. Les métiers que feront nos enfants n'existent pas aujourd'hui. 50% des métiers qui existent aujourd'hui sont en voie de disparaître, etc. Je crois que le terme assez réduit. Hein. Dans 3 ans, on voit... Au-delà de 3 ans, on ne sait pas voir en fait. Hein. Non, en fait, on ne sait pas voir au niveau des évolutions techniques. En revanche, ce qu'on peut anticiper en termes de compétences, c'est que la capacité à non seulement être à l'aise, mais aussi à être vraiment dans une utilisation de l'incertitude, des opportunités qui peuvent émerger, cette capacité-là, elle sera cruciale pour les managers. C'est pas grave qu'ils ne sachent pas. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise et savoir comment réagir quand on ne sait pas. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ouais, il faudra se mettre dans cette position et je crois qu'on est très clair. Si on ne se met pas en position de se former, mais à toutes les étapes, à 25, à 30, à 35, à 40 et jusqu'au bout, on rate quelque chose et on rate le coche aujourd'hui dans nos sociétés. Je crois que c'est un sujet. Alors, la réforme essaye de prendre en compte ces phénomènes. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots? Alors je sais qu'elle est très complexe, la réforme que mène tambour battant la ministre Pénicaud, mais en tout cas, quels sont les points saillants qui vont impacter les personnes qui souhaitent s'engager dans une formation continue? Alors on pourrait dire dans un premier temps que la réforme vise à tendre vers ce qu'on appelle une nouvelle société de compétences. Et là, la démarche, elle est intéressante parce qu'on intègre vraiment que la notion de compétence, c'est quelque chose qui évolue. La compétence n'est jamais acquise tout au long de sa vie, elle évolue en fonction des situations, en fonction aussi des périodes de vie. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne tout simplement cette compétence tout au long de son parcours. Cette réforme, elle vise dans un premier temps à corriger les inégalités d'accès à la formation. Ça a été vraiment un des axes principaux, je pense, qui a engagé la refonte, en tout cas la réflexion. La réforme a pour également objectif donc, de préparer les transformations en métiers. On en parlait avec Magdalena tout à l'heure. Donc c'est comment est-ce qu'on anticipe aussi tous ces métiers, tous ces changements. Et puis cette réforme, elle a un objectif aussi bénéfique pour nous tous, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de simplifier la lecture et la lisibilité qu'on a de ce système. Il y a un guichet unique qui s'appelle France Compétences. Voilà, il y aura plus de 50 personnes à qui on doit demander et lever le doigt. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tout sera financé, mais en tout cas, on aura peut-être des choses plus opérationnelles en matière de réponse notamment et d'accompagnement. Je vous propose de regarder quelques images sur l'école après ce petit tour de table. Une petite question qui vient de m'arriver. Ça vous concerne toutes les deux, parce que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions quand même. L'executive education, chez vous, ça concerne qui ? Alors ça concerne pas tout le monde, mais ça concerne beaucoup de monde. Oui, quand même. Principalement des managers, des cadres opérationnels, des encadrants qui viennent chercher des compétences managériales ou des personnels opérationnels dans l'entreprise qui vont venir chercher des compétences qui vont leur permettre d'être dans une autre interaction avec leur environnement managérial. Et puis aussi la formation professionnelle, on le rappelle, ça donne de la confiance. Je crois que ça rattrape des choses, vous le disiez tout à l'heure, des parcours un peu parfois chaotiques. On reprend un gain de confiance et c'est un point de passage, j'allais dire indispensable, mais en tout cas qui est nécessaire. Voilà. Je ne peux que vous encourager à continuer à apprendre tout au long de la vie. Allez, quelques images tout de suite sur l'école pour en savoir un peu plus.
Voilà, deux personnes sont arrivées sur le plateau. Bonjour et Bonjour. bienvenue. Alors, Bonjour. Magali Mnari, vous êtes enseignant-chercheur, Oui. plutôt sur la stratégie et la RSE, Tout à fait. responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise. tout à fait. Enseignant-chercheur, et à vos côtés, un confrère, comment on dit, un collègue. Un C'est un collègue. collègue comme dans, Oui. dans l'enseignement. Walid Nakara, vous êtes spécialisé dans l'entrepreneuriat. Avec vous, on va voir ce que ça recouvre, la formation continue des managers et des cadres dans une école avec ses enseignants. Vous êtes en charge, en fait, de cette formation et vous êtes en charge de la mettre en place et en œuvre dans les entreprises auprès des cadres. Et j'aimerais voir tout de suite avec vous, Magali, pourquoi finalement tout cela va changer et on ne va plus jamais fidéliser les collaborateurs de la même manière. Oui, alors merci beaucoup pour cette remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux et de responsabilités, nous aussi, aujourd'hui, quand on est enseignant-chercheur. Avec l'école, on réfléchit sur tout ça. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne va plus ni former, ni attirer, ni fidéliser finalement les collaborateurs des entreprises de la même manière. Moi, ce qui m'apparaît central, en tout cas dans mes recherches, mais aussi dans mes contacts avec les professionnels ou les jeunes, c'est vraiment cette question du sens ou de l'utilité sociétale des entreprises. Pour construire des entreprises qui vraiment est un projet, une mission, qui ne soit pas, qui soit étendu, élargi au service de la société. Et on voit aujourd'hui que les jeunes, mais aussi les moins jeunes dans les entreprises, sont en demande de se redonner du sens dans ce qu'ils font au travail. Marianne, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un lien finalement entre la recherche et la formation continue. Quelque chose qui est parfois déconnecté de la réalité, mais qui est prospectif, et quelque chose qui est très ancré dans le réel. Et ça, c'est l'ADN d'une grande école. Oui, tout à fait. On s'alimente en fait mutuellement et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de cette collaboration que nous avons sur la partie exécutive avec ces enseignants-chercheurs, bien sûr. Et la quête de sens, ça a du sens, si je puis dire, parce qu'on ne sait pas très bien, c'est ce que disait Magdalena tout à l'heure, on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. Alors on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait, on doit prendre ça avec beaucoup d'humilité et réfléchir avec beaucoup de clairvoyance aussi, malgré tout, sur ces questions-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce que vont attendre de plus en plus les collaborateurs de demain, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il y a presque une sorte de triptyque aujourd'hui de la formation auquel les jeunes vont devoir, les entreprises et tout le monde va devoir s'adapter finalement. Il y a 3 piliers. On est en demande de contribuer pour soi, c'est-à-dire pour soi à travers le développement personnel. Satisfaction personnelle, c'est ça? Satisfaction, motivation, engagement, auto-apprentissage. Ça, c'est une dimension très importante qui ressort chez les collaborateurs. Avec le digital, c'est quand même facilité. Voilà. Contribution à son entreprise. Donc ça, c'est un volet sur lequel on travaille beaucoup. Mais c'est mieux. On aura quelqu'un d'Air France qui va nous dire, j'imagine que ça intéresse la société de former ses collaborateurs. Et une nouvelle dimension que moi je vois émerger de plus en plus chez beaucoup de collaborateurs, qui est la contribution au monde ou à la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus décloisonnées, elles ne sont pas uniquement sur leur secteur d'activité, elles ont une utilité sur leur territoire, dans la société, dans la formation, dans l'insertion, dans la lutte contre la précarité. Et ça, aujourd'hui, c'est une demande. Et dans l'inclusion. Oui, et est-ce que c'est facile d'aller voir son manager et lui dire « je veux contribuer au monde ». Parce que c'est parfois on dit il faut que tu saches te servir d'un logiciel, il faut que tu saches te servir de telle machine ou progresser pour encadrer tes équipes. Oui. Là, si vous allez voir en disant il faut que je m'intéresse au monde, c'est audible. Alors on aura les deux demandes, on a des jeunes qui aujourd'hui nous bousculent en allant voir leur manager et en leur disant je veux contribuer au monde, aide-moi dans ça, donc propose-moi des politiques RH qui puissent permettre de le faire. Et à contrario, on a des gens qui ont besoin de sens, qui sont parfois, on voit qu'il y a des baisses parfois d'engagement des collaborateurs, des salariés, on a des phénomènes de démotivation et ça s'explique selon moi en tout cas dans mes recherches par aussi une déconnexion parfois entre mon travail et la société dans laquelle je vis. Et c'est pas qu'une histoire d'argent, je crois que ça c'est important. Et c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est pas monétisé, c'est ce que je veux dire, c'est que l'ambition personnelle est aussi importante. Être fier au travail, c'est aussi pouvoir se dire je rentre chez moi le soir, je suis fier de ce que j'ai accompli. Mes valeurs sont satisfaites, je suis en cohérence et je suis alignée. Et ça, pour moi, c'est une vraie richesse. Alors, le développement personnel, c'est une dimension qui est importante chez le collaborateur. Nécessairement, mais aux côtés d'autres choses, parce que y a cet aspect individuel, on l'a vu, mais il y a aussi tout cet aspect collectif. Et je pense que l'enjeu central aujourd'hui des politiques RH, c'est de créer un environnement pour les collaborateurs qui répondent à leurs attentes. Et moi, j'y vois 2 points. D'abord, un environnement qui soit stimulant. J'y vois 2 points. Vous l'avez vu ? Petit 1, petit 2. Petit 1, petit 2. Petit 1, petit 2. Et on les demande à nos jeunes de le faire aussi.
En tout cas, un environnement qui soit stimulant. Et pour nos jeunes et moins jeunes, vraiment stimulant, ça veut dire aussi un lieu de débat, un lieu de contradiction, un lieu d'apprentissage. Et ça, je trouve que les entreprises aujourd'hui offrent parfois des visions un peu trop monolithiques. Et ça, c'est dommage. Il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse se confronter. C'est la grande évolution des politiques RH dans l'entreprise. Oui. Il y a une nouvelle voie qu'il faut approfondir pour les DRH ou les RRH. Ouais. Et la seconde étant répondre à ce besoin d'autonomie, de créativité, de prise de risque et de droit à l'erreur. Ça, pour moi, c'est un point central. Mais le droit à l'erreur, ça demande aussi la protection. Et je crois que ces deux aspects-là, pour moi, vont ensemble et qui sont le garant et le fer de lance des nouvelles futures politiques RH. Oui, ce sont les injonctions contradictoires, comme on a l'habitude de dire. C'est compliqué quand même. C'est toujours compliqué. Et souvent, on arrive à le faire, ça, justement, en travaillant ensemble. On a parlé, y compris chez nous. Moi, c'est ce que j'appelle des politiques RH inclusives. C'est-à-dire là où on va donner sa chance à tout le monde, mais surtout une voix à tout le monde. Et pour moi, ça part de là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner sa chance à tout le monde si on ne donne pas une voix à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de central pour construire des politiques RH qui, pour moi, soient inclusives et justes. Ouais. La justice. C'est le sujet. Hein. Oui, ça peut l'être. C'est un sujet d'actualité. Alors, qui rebondit assez bien sur ce que vous venez de dire, les ambitions des nouvelles générations, mais aussi des plus anciennes, c'est cette volonté parfois d'être indépendant, c'est-à-dire de se lancer dans une aventure solitaire. Walid Ankara, vous travaillez sur les problématiques d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et c'est un phénomène très clair et évident, j'ai envie de dire, dans nos sociétés aujourd'hui. Tout à fait. En parlant d'indépendance, d'ailleurs, une étude montre que 61% des jeunes et des gens qui souhaitent entreprendre le font par recherche d'indépendance et d'autonomie. Et ça, c'est très important. Il y a une autre étude aussi très récente de 2018 qui montre un Français sur 4, c'est-à-dire 25%, a envie d'entreprendre dans les 2 prochaines années. Et ce taux grimpe à 46% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que cette progression, j'allais dire, d'intention d'entreprendre ou d'envie d'entreprendre, elle progresse aussi chez les femmes. Et ça, c'est un élément très positif par rapport à la création d'entreprise. On le sent à Marianne dans les grandes écoles, les jeunes, ils veulent créer leur boîte, leur start-up. La Startup Nation, c'est pas un vain mot, quoi. Je crois que... Tout à fait. D'ailleurs, à MBS, on a MBS Entreprendre, en tout cas, qui a pour objectif de booster toutes ces personnes qui ont envie d'entreprendre. Donc, nous les accompagnons vraiment. Augmenté, hein. Quand on fait les enquêtes salaires d'insertion, j'imagine qu'il y a une... C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile tout simplement de créer son entreprise. C'est-à-dire le contexte, on a d'un côté des programmes de formation, que ce soit au niveau des écoles de commerce, des universités et autres organismes, au niveau également de l'État qui a travaillé énormément sur ce point-là pour faciliter la démarche à la création d'entreprise. Et pour rebondir à ce que disait ma collègue par rapport à cette recherche de sens chez nos jeunes, aujourd'hui à l'école de commerce de Montpellier, nous on essaye de former des entrepreneurs, mais également des entrepreneurs responsables. Ce point me semble très important et on met l'accent de plus en plus ces derniers temps sur l'entrepreneuriat social et solidaire, où on essaye aussi de dire à nos jeunes, il ne suffit pas juste de créer son entreprise, mais ça serait bien aussi que son entreprise répond à un besoin sociétal, environnemental ou social, et ça c'est très important encore une fois. On précise d'ailleurs que la formation continue, c'est pas simplement pour se former pour son job, c'est aussi se former pour créer sa boîte. Parfois on peut aussi suivre une formation en création d'entreprise. Tout à fait. Je dis ça pour ceux qui auraient des idées, on ne sait jamais. Comment dirais-je? Oui, ce besoin d'indépendance justement. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a un besoin d'indépendance et on se met en risque mécaniquement. Alors, si ça marche, c'est tant mieux, et ça vaut des milliards au Nasdaq, au Stock Exchange, mais pas que, c'est une vraie aventure personnelle. Tout à fait. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ce que j'appelle une forme hybride d'entrepreneuriat, c'est-à-dire, pour un jeune, par exemple, il peut travailler dans une entreprise, et il peut, dans le cadre de son entreprise, aussi entreprendre à travers ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et ça, c'est un point aussi qui est en train de se développer en France. On le voit avec la multiplication des accélérateurs, des incubateurs au sein même des entreprises, avec des entreprises comme la Société Générale, la BNP, la SNCF et bien d'autres, qui de plus en plus sont à la recherche d'agilité, d'engagement aussi. Et ça, l'intrapreneuriat peut contribuer à ce point-là. Après, ce qu'on peut reprocher peut-être à ces programmes-là, c'est aussi peut-être le suivi, c'est-à-dire que, en même temps c'est récent, mais je pense que le suivi, l'évaluation de ces programmes-là, on ne le fait pas assez. Et c'est là peut-être nous, en tant qu'organisme
de recherche, on peut peut-être contribuer à ça à travers le suivi de ce programme-là et puis essayer de voir le retour sur investissement de ces fonds. Ce qui est intéressant, c'est la profondeur hiérarchique. Alors, on n'avait pas prévu cette question, mais je vous la pose parce qu'évidemment, l'entrepreneuriat impacte considérablement cette notion de hiérarchie. Quand on est entrepreneur, on n'a pas envie d'un chef qui vous tape sur la tête en disant c'est pas bien. Là, c'est ça un peu aussi la situation. Complètement. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui soit autonomie, protection, c'est aussi de pouvoir, dans les formes d'organisation alternatives, alors on peut avoir l'entreprise libérée, on peut avoir l'holacratie, elles émergent. Nos hiérarchies complètement. Alors, l'équilibre sera certainement probablement entre les deux, mais cette réduction en tout cas de la ligne hiérarchique est une vraie demande et elle est peut-être même une nécessité. Dans un monde complexe, si vous avez des milliers de strates hiérarchiques, vous ça marche pas. Dans le digital, ça marche pas du tout. Si vous avez le chef qui arrive, ils font leur programme, même les heures de travail. Les heures de travail, on travaille la nuit, le jour. Est-ce qu'au fond, les grandes entreprises, alors j'ai dit, on aura Air France tout à l'heure, on pourra lui poser la question, est-ce que les grandes entreprises ont véritablement conscience de ce mutation sociétale et sociologique? Ah oui, nous on se rend compte bien sûr tous les jours. Toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont vraiment dans cette démarche d'acculturation, de développement. Après, effectivement, toutes ne sont pas égales par rapport à tout ça. On a les très grands groupes qui sont en avance. On parlera d'Air France tout à l'heure. Mais c'est effectivement tout un travail qui est encore à faire pour les TPE, PME, pour les accompagner aussi à avoir cette vision très macro de ce développement aujourd'hui. Bon, allez, on va voir un petit témoignage, on a plein de questions. Alors, beaucoup de questions sur le financement. Ça ne vous étonne pas, j'imagine, parce que ça reste, malgré la réforme, où on parle de beaucoup de choses, la philosophie, l'esprit, l'état d'esprit, il y a un moment, il faudra payer. Alors, ça peut être le salarié, le collaborateur, une organisation ou l'entreprise, parfois, qui contribue. Tout ça, c'est un mix à trouver. Tout de suite, on va retrouver Alexandra qui participe au programme MBA à MBS. Pour moi, le MBA, ça a été une révélation. Ça m'a redonné totalement confiance en moi. Confiance en moi dans la confrontation que je peux avoir avec mes pairs, confrontation que je peux avoir avec des clients, avec des partenaires. Ça a été vraiment très enrichissant. J'ai 22 ans d'expérience, donc un long parcours dans l'entreprise. Et quelque part, après 22 ans, on a tendance à se mettre dans des silos. Et il était important que je m'ouvre et que je me confronte finalement à d'autres personnes, à d'autres angles d'attaque, des mêmes problématiques de management. Je sais que les femmes ont cette barrière naturelle en se disant « je ne vais pas oser, je n'ose pas ». Mais au contraire, l'executive MBA permet de dépasser cette crainte-là. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'entreprise, j'ai accès à des postes auxquels j'aurais jamais imaginé. L'invité sur notre plateau, Véronique Flavigny, vous représentez la société Air France. Une compagnie aérienne, pour ceux qui l'ignorent. Alors, vous occupez de la formation professionnelle. Là-bas, c'est un sacré challenge, c'est un sacré chantier, je crois. Oui, la formation professionnelle à Air France, on investit, parce que j'aime bien utiliser le mot investir. Dans la formation, 180 millions d'euros par an. Ah oui, quand même. Oui, et à peu près 2 millions d'heures. Voilà, les salariés au global. Voilà. Oui, il doit y avoir des problématiques de sécurité. Alors, il y a des problématiques de sécurité. On a une approche, évidemment, de maintien des compétences par rapport aux problématiques de sécurité, mais pas que, mais au cœur de métier également. Et puis, des enjeux de développement des compétences. Alors, justement, parce que la réforme, elle est précise bien au cœur du texte de loi, on ne parle plus de formation professionnelle, on parle de développement des compétences. Quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit, ça fait longtemps qu'on fait le développement des compétences chez nous, mais je veux dire, qu'est-ce que ça change, d'après vous, cette philosophie, cette nouvelle philosophie? C'est vrai qu'on était encore dans des choses qui dataient depuis plusieurs années, avec les catégories de plans, des choses un peu archaïques. Et je trouve que ça permet de mettre en avant que dans une entreprise, on va aussi développer ses compétences et que l'entreprise va investir dedans. Elle va maintenir vos compétences, parce que ça, c'est son obligation, mais elle va faire aussi en sorte de les développer, parce que l'enjeu, c'est aussi que les gens progressent, tout simplement, et évoluent dans l'entreprise. Dans la loi, mais ça fait longtemps, mais plus encore aujourd'hui, il est mentionné qu'il doit y avoir un dialogue, une co-construction. Oui. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir tout le monde qui débarque dans vos bureaux et dire « Toc, toc, je voudrais co-construire, je voudrais changer le monde ». Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça se passe comment? Y a des relais, je ne suis pas la seule à m'occuper de formation dans l'entreprise. Ça fait beaucoup de monde, hein. Vous avez un grand bureau.
Oui, exactement. Après, il y a une politique qui est définie en fonction quand même de la stratégie business, parce qu'à un moment, la formation... le président canadien, c'est ça hein, le président de la holding. Alors que oui. la directrice générale d'Air France est française, c'est une femme. On est pour la première fois. Voilà, donc on peut être fier. Oui, donc quand même, la formation, elle est calée par rapport au business. À un moment, c'est aussi l'objectif de la formation, c'est d'accompagner la performance de l'entreprise. Et après, il y a l'entretien professionnel qui existait déjà dans la loi et qui est réaffirmé, qui sert aussi à ce que les salariés expriment. Et il y a un dialogue entre le manager et le salarié par rapport aussi aux possibilités de l'entreprise. Voilà, il y a quand même co-construction. Hein. Oui, il y a co-construction. Il faut toujours pousser sa porte, hein, la porte du RRH, du manager ou de son responsable. Il y a deux logiques de co-construction, une co-construction, on va dire, individuelle et une co-construction plus collective avec le dialogue social. Marianne, alors on a vu rapidement la réforme développement des compétences, hein, c'est un terme qui est admis aujourd'hui et qui est dans la loi. Est-ce qu'on peut rappeler quelques points clés de cette réforme? Je sais qu'elle est longue et fastidieuse, mais il y a quelques points clés. On a 3 minutes. Hein. On va faire ça ensemble. Alors tu prends une petite demi-heure. Alors je vais reprendre quelques points clés. Hein. On parle dans un premier temps de ce qu'on appelle la libération de l'accès à la formation et la monétarisation du CPF. Donc voilà, la formation est à la main tous les ans, de l'individu. Vous, moi, tout le monde a 500 € sur son CPF, son compte personnel de formation. C'est-à-dire que toi, demain, tu peux venir à MBS te former si tu le souhaites. Je vais faire un MBA, ça sera très bien. Tu seras le bienvenu pour le faire. Cette réforme implique également la centralisation de nombreux acteurs. On parlait de France Compétences tout à l'heure, mais c'est aussi les OPCA et OCTA qui sont regroupés aujourd'hui en OPCO. C'est aussi une redéfinition de l'action de formation. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui impacte vraiment pour nous, écoles et organismes de formation, tous les dispositifs qu'on peut être amené à mettre en place. Alors, elle est définie aujourd'hui comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en interne ou en externe, ce qui veut vraiment dire que dans les méthodes pédagogiques, dans la façon d'apprendre à apprendre, on est vraiment dans des démarches aujourd'hui qui évoluent. Et c'est une richesse vraiment pour nous de pouvoir aller jusque-là. Donc c'est la disruption dans la formation, c'est un peu ça quand même. Hein. Il va y avoir un peu de changement quand même. C'est rendre légal des choses qui se faisaient déjà dans les entreprises. Pas en sous-main, rassurez-moi. Non, pas en sous-main, mais qu'on ne pouvait pas valoriser en fait dans le plan de formation parce que légalement on n'avait pas le droit. Mais la formation sur le poste de travail, la FEST. Voilà, la FEST, ça se faisait déjà. Le coaching, ça se faisait déjà. Donc la formation à distance également. Mais en fait, ça correspondait pas à la définition légale. Alors que maintenant, la définition légale est en phase avec les pratiques qui existent dans les entreprises. Alors peut-être pas partout, mais dans un certain nombre quand même. Faisons un peu de tuyauterie, si vous êtes d'accord, Véronique. Oui, si comment on forme les salariés chez Air France? C'est quoi les grandes voies? Alors, il y a bien sûr les voies classiques du présentiel, c'est-à-dire un stage tout à fait classique. Il y a beaucoup de formations à distance. Alors, quand on regarde sur les actions de formation, pas sur les heures, mais sur les actions de formation, 40% des actions de formation sont à distance, puisqu'on a un certain nombre de plateformes. C'est une vraie révolution, ça, quand même. Alors, qu'on a entamé depuis, nous, au moins 10 ans, et ce qui fait qu'on arrive à ce taux-là. Et en fait, il y a énormément de plateformes qui sont en libre service à disposition des salariés, où ils peuvent avoir un certain nombre de contenus, des MOOC, voilà, et qui font à leur main quand ils veulent. La VAE, on en parle. Alors, pardonnez-moi un petit topo sur l'histoire de la VAE, qui est une grande ambition française, qui n'a pas encore connu une consécration, j'allais dire, dans notre économie, et pourtant ça marche bien chez vous. Alors nous, on y croit vraiment. Donc c'est la validation des acquis de l'expérience, c'est faire reconnaître finalement votre expérience en la certifiant par un diplôme. Et Magdalena a en premier parlé de réparation, donc ça relève en fait de la réparation, je pense, pour un certain nombre de personnes qui, de fait de leur vie, n'ont pas pu faire des études. Donc ça, c'est un des premiers objets. Nous, on l'utilise aussi comme en termes de pédagogie, et notamment avec MBS, on a monté des parcours, on associe formation et VAE, tout ça pour obtenir au final un diplôme, le bachelor ou le diplôme grande école. Et la VAE, en fait, elle a un vrai bénéfice, c'est qu'en termes pédagogiques, elle permet des ancrages qu'on n'aurait pas sans le dispositif de la VAE. On précise, on peut avoir un diplôme de grande école en formation continue, c'est le cas chez vous, c'est une question d'ailleurs. Un diplôme de grande école a-t-il la même valeur en formation continue? Ah mais bien sûr, tout à fait. Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec Air France aujourd'hui dans le cadre de cet accompagnement que décrivait Véronique à l'instant. Alors, vous avez rapidement dit comment vous travaillez avec MBS.
Quels sont les points de collaboration? Alors, avec on a le partenariat sur la formation continue qu'on a mis en œuvre sur 2 populations quand même assez phares à Air France, qui sont les personnels navigants commerciaux. PNC à vos postes? Voilà, les PNC, hôtesses et stew, pour l'encadrement de ces populations-là. Et puis pour les pilotes, on vient de débuter. Ils sont pas faciles, eux, hein? Ouais, après, moi, je le trouve on a réussi à monter très rapidement un dispositif qui généralement met le double de temps, et là en 3 mois on a réussi à faire quelque chose vraiment bien. Exemplaire, alors. Et avec une particularité, puisqu'on est aussi en association avec une autre école qui est Super Héros. Donc ça c'est sur l'aspect formation continue. On travaille aussi en partenariat sur l'alternance depuis au moins 4 ou 5 ans, je pense au moins 5 ans. On a signé un partenariat et on accueille à peu près entre 15 et 20 étudiants chaque année. Et on a aussi une dimension internationale sur le continent africain. Ah oui. Puisque en fait on finance des bourses d'études pour des étudiants africains pour qu'ils puissent venir faire leurs études à MBS. On finance aussi des billets pour que ces jeunes Africains puissent rentrer au moins une fois par an. En même temps, ça coûte. Voilà, exactement. Voilà. Et puis MBS forme nos personnels locaux à Abidjan ou à Dakar. Alors, on pourrait croire que MBS travaille qu'avec des grandes entreprises. On va découvrir un petit mapping de toutes les entreprises parce que c'est peut-être un message à faire passer. Hein. Vous l'avez dit en introduction, on travaille avec des TPE. Donc ça serait bien qu'elles travaillent soit plus nombreuses, mais aussi avec des grands groupes. Hein. C'est ce mapping qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors MBS, on a vraiment à cœur de développer cet ancrage territorial dans cette belle région d'Occitanie. C'est vraiment quelque chose d'important, comme pour beaucoup d'écoles, mais pour MBS particulièrement. Et puis ensuite, c'est vraiment une ambition de développement national et international. Alors Véronique en parlait tout à l'heure. On dépasse bien sûr le cadre de la région avec des développements beaucoup plus importants et des partenariats également importants. Alors, on a vu le mapping de toutes les entreprises qui travaillent avec vous. Elles sont nombreuses. Et c'est vrai qu'on disait le lien avec l'alternance et l'apprentissage est évidemment significatif. Je vous propose un autre témoignage pour mieux connaître la formation professionnelle MBS. Un participant du MBA. J'avais choisi de faire cet exécutif MBA pour donner un nouvel élan à ma carrière. J'ai trouvé une formation qui est à la fois limitée dans le temps, qui est pratique et qui me permettent d'appréhender l'intelligence de la complexité. Ce que m'a appris ce MBA, c'est la capacité à maîtriser un ensemble de concepts aussi divers que le design thinking, que le digital management ou l'innovation managériale. L'évolution carrière qui se dessine, elle est assez précise puisque ma dernière expérience était responsable de centre de profit en France et à travers à la fois la qualité de la formation, le fait qu'elle soit reconnue à l'international et grâce au réseau que je me suis construit au sein de la formation, aujourd'hui j'ai l'opportunité de diriger un centre de profit en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la dernière partie de notre émission consacrée aux questions des internautes. Alors Magali, Marie, vous êtes enseignante-chercheur, vous étiez là tout à l'heure, vous êtes revenu, vous faites des allers-retours, vous venez quand vous voulez, de toute façon vous êtes la bienvenue. Marianne, une question que je ne vous avais pas posée, pourtant elle est capitale, comment capitaliser sur les compétences dans l'entreprise ? Alors c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour notamment des grands groupes, mais pas que. La capitalisation de la compétence est essentielle et puis surtout les processus qui vont permettre bien sûr de capitaliser sur ces compétences. Alors nous on y travaille à MBS parce qu'on est persuadé, comme on en parlait tout à l'heure en évoquant la FEST, que l'entreprise est un lieu d'apprentissage en tant que tel. Et par conséquent on est dans toute une réflexion aujourd'hui qui va aller aussi sur des nouveaux métiers. Alors je pense notamment à un projet sur lequel on travaille sur le mentorat qui pour nous fera partie demain certainement des métiers en entreprise qui permettront d'accompagner en interne sur de la compétence et puis surtout sur de la capitalisation de compétences. Donc c'est un des enjeux, je pense, assez majeurs des entreprises aujourd'hui qu'il faut bien sûr intégrer, sur lequel on est en train de travailler. C'est informel souvent, mais souvent la compétence elle est là. Elle peut peut-être pas se traduire par une certification et un diplôme, mais elle est bien là et la transmission est essentielle. Je crois que c'est un enjeu pour les entreprises. Oui, et puis le geste. Alors il y a le geste métier.
Nous, on est assez bien placés puisque à un moment, il faut rentrer dans la formation pratique. Mais il y a les autres compétences qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les savoir-être. Et là, je pense qu'aussi, il y a un vrai enjeu d'accompagnement. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, à répondre aux questions des internautes? Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, on va les reprendre, même si on a répondu partiellement. L'Executive Education à MBS s'adresse à qui? On l'a dit, c'est à tout le monde. Tout le monde peut venir frapper à la porte. Tout à fait, on l'évoquait tout à l'heure, dirigeants, cadres, managers. Non, mais ça veut dire par rapport à la VAE, c'est quelqu'un même qui n'a pas de diplôme et qui a une position d'encadrement ou qui souhaite booster sa carrière. De toute façon, il sera toujours bien reçu. On sait recevoir chez vous, bien sûr, on sait faire. Les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion sont-ils concernés? Oui, bien sûr. Tout à fait. Évidemment, je crois qu'on parle souvent de booster sa carrière, je crois que c'est quand même ça le facteur oui, clé. Puis on a en plus, ça c'est vraiment une de nos valeurs à Montpellier Business School, en tout cas on en est très fiers, c'est cette question de la diversité, on parlait tout à l'heure d'accès à tous, mais concrètement ça veut dire des choses réelles, ça veut dire par exemple développer certains programmes de formation pour des personnes en situation particulière, comme d'accès à l'emploi, ça veut dire aussi nous après, dans l'école, créer par exemple des chaires de recherche sur l'entrepreneuriat social, voilà, donc on a tout un dispositif, tout un accompagnement, et c'est vrai que pour nos jeunes comme pour nos professionnels, on en est très fiers. Question clé, question pour un champion, j'ai envie de dire. Comment financer une formation avec MBS? Alors là, il faudra à peu près 5 heures, n'est-ce pas, avec un audit personnalisé. Mais évidemment, Marianne, vous avez 2 minutes 30. Alors, je répondrai en compagnie de Véronique, parce que le financement de la formation est co-responsable, en fait, entre guillemets, entre l'entreprise, le collaborateur aujourd'hui, l'organisme de formation, l'école. L'entreprise a toujours cette obligation d'accompagner, donc elle est toujours vraiment à la main en termes de financement et d'accompagnement. Et puis la réforme, effectivement, a permis de donner la main aux collaborateurs, aux individus, pour qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher la formation qui leur conviendra ou qu'ils aimeraient vraiment mettre en œuvre via notamment la monétarisation, on en parlait tout à l'heure, du CPF. Alors, est-ce que vous financez? Il y a des collaborateurs qui financent une partie? Est-ce que vous financez une partie? C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, honnêtement. Alors là, on est dans l'individuel, parce qu'on travaille aussi avec MBS beaucoup sur du collectif, mais dans l'individuel. Là, j'ai un cas qui me vient à l'esprit d'une salariée qui voulait faire un diplôme de niveau 1, donc Bac plus 5, où il y a à la fois du CPF qui va lui financer, à la fois une partie l'entreprise et à la fois une partie elle. Donc ça c'est nouveau. C'est vrai que c'est pas où en fait aussi les salariés maintenant peuvent prendre ça en main et cofinancer à 3 en fait avec son droit individuel l'entreprise et lui-même. Et après quand on est demandeur d'emploi, même chose. Il y a aussi Pôle Emploi, le CPF avec le CPF de transition. Magali. Je crois que si on le voit comme un investissement, on veut dire. C'est de l'investissement. Puis je pense que la vraie richesse, c'est de donner la possibilité à tout un chacun aujourd'hui de co-construire son programme de formation, bien sûr avec les entreprises, avec les autres organismes, avec des tas de démarches. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça qui nous donnera demain vraiment, on va parler de la transversalité, mais je crois qu'on en parle, mais des enjeux centraux. On peut parler de plein de choses. Voilà. Et là, je rejoins tout à fait Véronique sur le fait que individuellement, c'est très riche. Est-ce qu'il y a une question, peut-être que faut être peut-être plus clair. La réforme permet d'avoir de l'argent sur son CPF, la monétisation de son CPF, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce qu'on peut l'utiliser à MBS? Mais bien sûr, bien sûr. Pour tout type de programme, on parlait tout à l'heure de l'executive MBA, c'est effectivement un des axes sur lequel on peut aller utiliser son CPF ou comme tout autre type de diplôme. On parle aujourd'hui de certificats, de blocs de compétences. Donc on est vraiment dans cette démarche de pouvoir donner la main aux collaborateurs et pouvoir les accompagner. Bloc de compétences, je crois que c'est la grande... Pour la VAE également, on peut utiliser le CPF dans la VAE. Juste une petite aparté, sur le bloc de compétences, quelqu'un dit un mot parce que c'est vraiment un enjeu majeur dans la réforme. Je peux me permettre? Parce qu'on l'utilise en fait. C'est-à-dire que les diplômes ou les titres ou les certificats sont découpés en blocs et on peut les acquérir de façon progressive. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur la formation tout au long de la vie. Et on peut très bien acquérir dans un premier temps, 3 ou 4 blocs d'un diplôme et au fur et à mesure du temps acquérir en totalité. Ce qui permet aussi en termes de financement de lycée. Donc ça, je trouve assez... Alors, je trouve qu'on s'en est pas encore énormément emparé.
je pense, puisque c'est quelque chose qui n'était pas habituel, mais où je crois qu'il y a vraiment des leviers pour les salariés, pour les entreprises, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Parce que je suis convaincue de l'intérêt du titre et du certificat ou du diplôme, parce que c'est ça aussi qui incarne finalement la valeur que a une formation. De toute façon, on en profite pour faire un peu de pédagogie, mais la réforme est extrêmement claire. Il n'y aura financement que s'il y a certification. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, sinon, on va vous payer de votre poche et il n'y aura pas de reconnaissance. Mais au-delà de la question du financement, il y a aussi le sens, puisque vous parliez du sens. C'est que c'est ça aussi qui incarne, qui permet d'incarner la valeur de vos compétences d'une certaine façon. Et d'ailleurs, juste, Gilbert, pour te dire qu'on parlait tout à l'heure du découpage de ces titres. Donc, nous avons effectivement découpé tous nos titres en blocs de compétences. Donc, on les propose de manière successive pour pouvoir justement aller chercher le diplôme dans sa finalité, si c'est un objectif individuel. Mais on permet aussi à chaque collaborateur ou aux entreprises d'accompagner leurs collaborateurs sur des blocs vraiment de compétences. Et là, on met à disposition ce qu'on appelle les executive certificates, où on va, par exemple, sur un certain nombre de jours, renforcer, apporter de la compétence sur du pilotage d'activité, sur du management, sur de l'analyse financière, pardon. Donc, on est vraiment dans une modularité de la compétence. Mesdames, est-ce que vous avez constaté une différence entre celui qui s'est formé, au début et puis l'arrivée? En gros, alors je formule la question qui m'a été posée. Avez-vous constaté une évolution chez les personnes que vous avez formées? Alors, nous, oui, parce qu'on fait un certain nombre d'enquêtes tous les ans, et c'est obligatoire sur vraiment l'évolution des personnes qui sont rentrées en formation et quelques années après. Donc oui, on voit des évolutions de carrière, on voit des personnes qui ont changé complètement de voie. Notamment on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, mais peut-être que Véronique aussi peut mettre l'accent dessus, parce qu'on a eu des beaux témoignage de collaboration commune. Oui, alors il y a évidemment des parcours qui sont accélérés. Puisque ça rend beaucoup plus solide, ça élargit les compétences, il y a une prise de recul. Vous disiez tout à l'heure que quand la formation c'est pour soi, c'est aussi le côté auto-apprentissage et la contribution pour l'entreprise. On le voit en fait dans nos dispositifs. Et moi je vais juste vous donner un exemple d'une personne qui a, alors c'était pas avec vous, c'était avec quelqu'un d'autre, mais qui a eu un diplôme avec toujours ce système de VAE de formation. Et sa hiérarchie m'a dit: elle se tient plus droite. Oui. Non, mais rien que ça. Ça m'incite à me tenir. Non, mais juste ça montre bien qu'il y a un changement profond, y compris en termes de posture et de confiance en soi. Et on le voit sur d'autres choses. Quand on parlait tout à l'heure de toutes les fractures qu'on a aujourd'hui, ça peut être fracture numérique, fracture régionale, fracture sociale, entre les populations de nos formés, ça c'est une réalité. Et bien, sur des petites choses comme ça, on arrive à rattraper. Et parfois, c'est pas forcément un titre, c'est pas forcément une évolution de poste, c'est pas forcément, mais c'est un socle pour l'avenir de ces travailleurs. Voilà, le temps passe. Marine, une dernière question pour conclure cette heure passée ensemble quasiment autour de la formation professionnelle. Tout le monde doit franchir la porte et soit se poser la question. Je crois que c'est quand même le message à faire passer. On ne peut pas rester à regarder le train passer. Je crois qu'à un moment, chômeur, demandeur d'emploi, quelle que soit sa situation, il faut se poser la question. Si on regarde le train passer, mais on reste sur le quai. Donc effectivement, il faut, je pense, vraiment s'embarquer tout de suite dans ce qui se met en place. Cette réforme, c'est un accélérateur aussi, vraiment de prise de conscience individuelle et collective. Donc je pense vraiment qu'il faut s'engouffrer là-dedans et puis en tirer profit au maximum pour pouvoir vraiment avancer et continuer dans le développement des compétences, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui. De toute façon, les jeunes, ils y vont à fond, eux. À fond. J'ai un étudiant qui me disait récemment, c'est intéressant, il me disait: mais vous savez, moi, Magali, si ça bouge pas, on s'en va. Oh bah voilà. Et on s'en va, mais pas parce qu'on s'ennuie. Il y a les jeunes et les autres, si je peux me permettre. N'hésitez pas à aller frapper aux portes. Voilà, il faut aller frapper aux portes de votre manager, de votre RH, de MBS. De MBS. Non, mais voilà, il faut aller frapper aux portes et se prendre en main. Se prendre en main, voilà, c'est le mot de la fin, et ne pas rester sur le quai. Je reprends l'image de Marine, ça veut dire ce que ça veut dire, évidemment, la formation continue, l'executive education, si possible à MBS, mais pas que, les grandes écoles, les universités, il y a vraiment une grosse action de tous ces établissements pour accompagner les collaborateurs. Voilà, n'hésitez pas, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, c'était passionnant, et à très bientôt, et puis longue vie à MBS. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci.